tous les révolutionnaires russes, la plupart du temps, ils devenaient révolutionnaires entre l'âge de 15 et l'âge de 19 ans, et 1 ou 2 ans après le début de leur engagement révolutionnaire, ils étaient mis en prison, envoyés en Sibérie, ils s'échappaient, ils vivaient à l'étranger en exil, ils rentraient clandestinement, ils avaient organisé des groupes clandestins, alors suivant les tendances, des groupes ouvriers si c'était des marxistes, des groupes terroristes si c'était d'autres tendances socialistes. Voilà, un militant français n'avait absolument pas ce type d'expérience-là. Clairement, la situation française était assez différente de la situation russe, y compris en termes de force en présence et de type de militants. C'est-à-dire que les militants socialistes français, qui étaient la majorité des nouveaux communistes, avaient plus l'habitude de faire des campagnes électorales, alors campagnes électorales qui des fois étaient très musclées en France avant 1914, mais c'était quand même assez peu comparable aux pratiques des bolcheviks. Vu ce décalage énorme de culture politique, ça voulait dire que les jeunes partis communistes en France et ailleurs étaient très dépendants de ce que leur disait Moscou. Un bolchevique de seconde zone, quand il arrivait rencontrer des camarades français ou d'autres pays, il était attendu un peu comme le Messie parce qu'il avait une expérience énorme. Il y a eu cet alignement sur ce que faisait Moscou, sauf que Moscou a beaucoup changé entre 1917, 1921, 1924. Et par exemple, la première fois qu'on parle de l'histoire de la révolution russe dans la presse communiste française, c'est le premier numéro du journal théorique du Parti communiste, qui s'appelle Les Cahiers du bolchevisme, ce qui montre bien cette volonté d'imiter le modèle russe. Mais le premier article s'appelle « Comment il ne faut pas écrire l'histoire d'octobre », et c'est une critique d'un livre de Trotsky qui vient de sortir en russe et qui n'est pas sorti en français. Et donc ça veut dire que très rapidement, le modèle soviétique sert de moyen de règlement de compte entre différents militants en France et entre différents groupes au sommet du parti communiste en URSS. Donc très rapidement, c'est biaisé. On ne parle plus de ce qui s'est vraiment passé. On essaye de légitimer un groupe dirigeant et sa politique en disant que les autres ont tort. Et ça veut dire que très rapidement, le débat sur ce que pouvait apporter la révolution russe a cessé dans le Parti communiste français comme dans les autres partis communistes, où il s'agissait seulement de répéter que le chef avait raison, en l'occurrence Staline, et ça c'est quand même une période qui s'étend, on va dire, de 1927 jusqu'en 1957. Première grande secousse, c'est 1956, quand il y a une révolution en Hongrie contre le stalinisme. En Hongrie, il y a les conseils ouvriers et c'est l'armée soviétique qui écrase ces conseils ouvriers. Donc ça, c'est une grosse secousse dans le Parti communiste français. Il y aura ensuite, 1968, l'invasion de la Tchécoslovaquie que le Parti communiste français critique, mais qu'il met quand même en porte-à-faux. Encore bien plus tard, 1981, état de siège en Pologne contre le syndicat Solidarité. Alors pareil, un syndicat ouvrier qui est interdit par un pouvoir qui se dit ouvrier, et l'invasion de l'Afghanistan. Mais ça veut dire que comme dans le Parti communiste, il n'y avait plus eu de discussion de fond sur la révolution russe, personne n'avait les outils pour répondre aussi. Le Parti communiste français, quand même, depuis les années 30 et la période du Front populaire, avait quand même à plusieurs reprises noué des alliances avec d'autres forces politiques en France. C'est une alliance qui allait jusqu'aux gaullistes. Clairement, le Parti communiste, dès les années 30 et a fortiori après 1945, ne prétend plus lui-même être un parti voulant faire en France la même révolution que la révolution russe.